7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Le retour du grand Kahwa avec Azdin Ahmed Chaouch. Bonjour. Bonjour, grand Kahwa extrêmement serré aujourd'hui avec une actualité très dense, chargée. Kahwa sans filtre avec mon invité qui était déjà venu saison 1 ici. Il est sénateur du Val d'Oise, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, président délégué du groupe PS au Sénat. Il est donc l'une des voix du PS que l'on veut absolument entendre dans ce trouble institutionnel que nous traversons. Bonjour Rachid Temal, vous allez bien ? Bonjour, je vais très bien. Oui, ça va, bon. Vous n'avez pas donné de café, vous êtes à 20 pour tard, donc on va vous commander un petit Kahwa, d'accord ? Ouais, un verre d'eau serait mieux. Un verre d'eau, on va faire ça, on s'en occupe après. Mais avant, Kahwa brûlant, avant de répondre à nos questions, Kahwa brûlant, je m'intéresse ce matin évidemment à la chute de Bachar el-Assad. Impossible de passer à côté de cet événement. Et ce matin, je me pose une question simple. Les pays occidentaux, dont la France, soufflent-ils le chaud et le froid concernant la Syrie? Pour ça, j'ai analysé le communiqué officiel français d'Emmanuel Macron, relayé sur X, ex-Twitter. L'état de barbarie est tombé. Enfin, je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d'incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d'unité. La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. L'état de barbarie est tombé. Pourtant, on va être franc, les choses n'ont pas toujours été aussi limpides entre Paris et Damas. Par exemple, Jacques Chirac avait été le mentor, on le rappelle, du jeune Bachar lorsqu'il était arrivé à 34 ans en 1999 au pouvoir. Jacques Chirac avait même été le seul chef d'État occidental à être invité à assister aux funérailles de Assad père un an plus tard. Puis le roi des cyniques du monde arabe, c'est Nicolas Sarkozy. Alors lui, il avait même reçu le président syrien en 2008, dans une période où pourtant la communauté internationale l'avait marginalisé. Même Jacques Chirac lui avait finalement tourné le dos après l'assassinat du président libanais Rafik Hariri, attribué au service syrien. Et lui aussi, Nicolas Sarkozy a soufflé le chaud et le froid. Et puis, en 2011 arrivent les révolutions arabes, période qui va mettre en exergue l'ambivalence de la France et de la communauté internationale à l'encontre de Bachar el-Assad. Il est tout d'abord inscrit sur la liste des dictateurs que tout le monde voit dégager aux côtés de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi. Et là, il est présenté, c'est évidemment documenté, on n'invente rien, comme un chef sans pitié, sanguinaire et qui ne laisse place à aucune contestation. C'est vrai, sa police et son armée sont cruelles et lui n'hésitait pas à l'époque à tuer sa propre population. Mais comme la politique c'est magique et encore plus la politique internationale et la diplomatie, quelques mois plus tard, il devient presque un allié de la France puisque Daesh sévit en Irak mais aussi en Syrie. Et là, bien évidemment, pas touche au président Assad car on le préfère lui aux terroristes de l'État islamique. Alors, avec cette petite démonstration, ce que je veux montrer, c'est assez simple. Je ne veux pas minimiser du tout les actes dont il est accusé. J'interroge ici tout le monde et je constate, l'Occident, une nouvelle fois, participe, voire crée les conditions d'un chaos dans de nombreux pays qu'elle qualifie un jour de pays amis et le lendemain de dictature infréquentable. Ce ballet de communiqué pour applaudir sa chute est peut-être nécessaire, mais il est aussi le reflet de ce qu'il y a de pire dans les relations politiques entre États. Lorsque vous servez les intérêts d'une plus grande puissance, elle a tendance à perdre sa mémoire et son indignation morale. Rachid Temal, déjà réaction à la chute de Bachar el-Assad. Vous avez une casquette de spécialiste des relations internationales au sein du Sénat. Alors on sait que il serait à Moscou. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse d'une ambivalence, notamment de la France et de la communauté internationale ? Un jour c'est un ami et le lendemain c'est un dictateur infréquentable. D'abord, dans votre longue liste de présidents, vous avez oublié quelqu'un. Parce que là, vous avez cité des présidents de droite. Mais vous oubliez de citer François Hollande, qui lui a souhaité en 2013 mener une opération, effectivement, parce que il considérait, à juste titre... C'est pour ça que j'ai parlé de la partie Daesh. Mais qu'il considérait qu'effectivement, Bachar el-Assad, massacrant son peuple, il fallait... c'est les Américains, d'ailleurs, qui ont empêché l'action. Mais après, on en avait besoin pour lutter contre Daesh, quand même. Mais d'accord, mais je veux dire, vous voyez bien que, d'ailleurs, dans votre livre, vous aurez pu... Bon. Après, moi, je crois que comme pour tout le peuple syrien, c'est-à-dire quand vous vivez depuis 54 ans dans une dictature, le père a massacré son peuple, le fils a massacré son peuple. Et moi, je crois que les Syriens sont heureux et ils ont raison d'être heureux. Voilà. Après, il y aura le monde après, c'est quel régime, parce qu'on sait bien que c'est une mosaïque, parce qu'il faut aussi protéger les minorités, les Alaouites, mais aussi les Kurdes, les chrétiens d'Orient, et puis faire en sorte que tout ça aille vers une démocratie. Mais c'est pas nous, vu d'ici, qui allons imposer un régime. Je crois que c'est la meilleure solution. Non, mais enfin, on va pas être hypocrite. Il y a quand même toujours une main, du moins indirecte, des pays occidentaux, et on a presque l'impression que c'est pas que c'est écrit, mais que voilà, évidemment, on salue la chute d'un régime plus qu'autoritaire, mais on ne sait pas ce
qui arrive après, et après on a presque pas peur de regretter ce qu'il y avait avant, mais se dire si par exemple des islamistes radicaux arrivent au pouvoir, on se dira bon, avec Bachar Assad c'était pas si enfin je sais pas parce qu'il y a quand même vous êtes dans un je peux comprendre ce que vous dites, mais certains sont dans une logique de les pays arabes ne fonctionnent que quand c'est une dictature. Moi je crois que les pays arabes ont aussi le droit à la démocratie. Donc effectivement vous avez parfois des dictatures qui tombent pour une démocratie, le monde en est plein d'exemples, et puis vous avez parfois une dictature qui remplace une autre dictature. Tout ça n'est pas écrit. Et donc je crois que c'est le peuple syrien qui doit maintenant prendre ses responsabilités et son contrôle. Après vous évoquez les relations entre les États. Oui, c'est vrai que dans le monde, il y a des jeux d'influence, mais État à État. Parfois même des petits États contre des grands États, entre guillemets. Donc ça fait partie des choses du monde. Parce que c'est vrai que la Syrie, vous l'évoquez, c'est aujourd'hui une sorte de cataclysme dans le Moyen-Orient. Parce que c'est vrai que depuis hier soir, depuis avant-hier soir maintenant, la chute de Bachar el-Assad, vous avez deux grands perdants. La Russie, qui a, je rappelle, deux bases, notamment, et l'Iran, et tout ce qui est l'arc chiite, etc. Donc tout ça va jouer dans les prochains mois et dans les prochaines années sur le Moyen-Orient. C'est vrai que ça peut être un effet domino, et aujourd'hui, personne ne maîtrise totalement les suites, tant en Syrie d'ailleurs que sur l'ensemble de la région, parce que la Syrie a des frontières avec la Turquie, et la Turquie a joué un rôle conséquent dans cette opération. Vous avez également des frontières avec le Liban, et on sait bien aujourd'hui le contexte, parce que vous l'avez rappelé, le Premier ministre Rafik Hariri avait été tué, mais aujourd'hui je vous rappelle que le Liban n'a toujours pas de président. Et puis il y a la question du Hezbollah, et puis il y a la question d'Israël. Donc on voit bien que la Syrie, et puis il y a bien sûr l'Irak. La Syrie, c'est au centre, faut regarder une carte, c'est au centre de tout ce Moyen-Orient. Et donc je crois qu'il faut maintenant regarder ça avec précision, mais en restant toujours d'accord sur la démocratie. La démocratie doit être aussi l'axe que nous devons porter partout dans le monde, même au Moyen-Orient. Alors Bachar el-Assad, on l'a dit, il serait en Syrie d'après des... En Russie. En Russie. Oh pardon, j'ai dit en Syrie, pardon, non, justement, il serait en Russie d'après des médias locaux. Alors, il est frappé, visé par un mandat d'arrêt international, un mandat de la CPI. Je vais être assez simple. La France doit-elle reconnaître l'immunité diplomatique comme elle l'a fait avec Benyamin Netanyahou? Parce qu'il y a eu comme cet analyste dire, il y a eu ce fameux débat, Benyamin Netanyahou bénéficierait d'une immunité diplomatique, c'est ce qu'a dit le Quai d'Orsay en France. Et pour Bachar el-Assad, est-ce qu'on doit aussi reconnaître cette immunité diplomatique, ou est-ce qu'on doit tout faire pour appliquer ce mandat d'arrêt international? Alors moi je pense qu'il faut, quand on est la France, et quand on est membre du Conseil de sécurité, je crois qu'il faut commencer par respecter les règles internationales, c'est toujours mieux. Après, si je peux me permettre une petite nuance... c'est une question provoque, évidemment. Bien sûr, une petite nuance, c'est que vous avez d'un côté un Premier ministre qui a été élu démocratiquement dans un pays, Israël, qui est une démocratie. D'ailleurs, vous voyez bien que les sondages démontrent que s'il y avait un vote demain, le Likoud perdrait les élections, qu'il y a des milliers de manifestants dans les rues chaque vendredi soir, donc c'est une démocratie. Je rappelle qu'en Syrie, c'est un dictateur qui concrétait rien à voir avec les chefs d'accusation de la CPI. C'est pas la manière dont tu as été élu l'un ou l'autre, c'est par rapport à des actes. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je suis d'accord, mais je vous ai répondu juste avant. J'ai juste dit quand même qu'après, dans le monde, il faut de temps en temps, je dis pas que ça enlève ou enlève. Je dis, il faut aussi il faut pas tout mettre dans le même panier. Je sais que maintenant, tout le monde, à l'heure de l'immédiateté, je dis pas ce que vous dites, mais tout est dans tout. La réalité, c'est qu'il y a des démocraties, il y a aussi des... Non, moi j'essaie d'être sur un débat juridique. C'est-à-dire comme on a avancé des... Vous avez répondu, vous avez été clair. Vous avez porté de la nuance. Ça fait du bien aussi en politique d'avoir un peu de nuance. Alors, sans gouvernement, je parle de la France, c'est difficile de répondre lorsqu'une crise internationale se dresse comme celle-ci, non? Parce que là, tout à l'heure, vous voyez, pour préparer cette chronique, je me suis dit, attendez, je vais lire quoi? Le communiqué d'Emmanuel Macron, celui du Quai d'Orsay, qui est un Quai d'Orsay démissionnaire, dans un gouvernement démissionnaire, donc c'est pas évident. Est-ce qu'on peut être crédible sur la scène internationale quand on n'a pas de gouvernement? Voilà, c'est difficile. Alors, quand même. Dans les faits, il y a un président de la République, et dans les faits, il y a un gouvernement démissionnaire. C'est vrai que depuis la dissolution surprise, je crois, pour tous, le 9 juin dernier, on va dire que la France soit en pleine forme. D'ailleurs, on le voit puisque la présidente de la Commission a décidé de signer le Mercosur que toute la France condamne, en disant c'est quasiment un bras d'honneur à la France. Oui. Entendu, faites ce que vous voulez, moi je le signe, elle est en Uruguay. Voilà, je suis en Uruguay, je l'ai signé. Dans un moment où elle sait qu'on peut pas trop la ramener, quoi. Voilà, l'impression de quelqu'un qui part en vacances, dit finalement je me marie, et puis c'est comme ça, démerdez-vous. Donc voilà, donc effectivement, il faut maintenant reprendre un système, on va dire, normal. Il faut un gouvernement qui soit en responsabilité et qui ait surtout du temps pour travailler et qui porte la voix de la France. Parce que c'est vrai que je crois que malheureusement, en ce moment, la France perd du poids, entre guillemets, à la fois en Europe, mais sur la scène internationale. Même si la France reste une grande nation, on l'a vu notamment, il faut le reconnaître,
quand Emmanuel Macron a su mettre à la fois le président Zelensky et le président élu Trump, c'est bien pour la France. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant travailler dans la durée et en profondeur avec une voix forte au Quai d'Orsay. Allez, ça y est, on ouvre la page française. On y est dans les tractations. Vous êtes l'une des voix du PS. Et le PS est revenu un peu dans le centre du jeu, là, parce que vous êtes presque la variable, là, aujourd'hui, de négociation, avec une question simple. Est-ce que la gauche et le PS peut gouverner avec la droite aujourd'hui, ce qui serait une première, si c'est fait de manière aussi explicite? Dans un même gouvernement, on ne parle pas de cohabitation, voilà. Dans un même gouvernement, on pourrait avoir au Conseil des ministres un ministre de l'économie de droite et un ministre, je ne sais pas, de la justice de gauche, par exemple, au pif. Hein. D'abord, effectivement, vous avez raison de le dire, le PS n'est pas une variable d'ajustement, le PS c'est central. Puisque d'abord, quand vous regardez à gauche, nous sommes le premier groupe, puisque nous avons 64 sénateurs et 66 députés. Et quand vous regardez l'Assemblée nationale, sans les députés socialistes, il n'y a aucune motion de censure possible et aucune majorité possible. Ça vaut presque pour toutes les forces politiques. Hein. Non. Vu l'état composite de l'Assemblée, vous enlevez le RN, vous enlevez la France Insoumise, vous enlevez le PS. Sauf que chacun à votre place ici dit la même chose. C'est normal, c'est une bonne guerre. Voilà. Avec une différence de fond. C'est que le RN et LFI, aujourd'hui, veulent des élections présidentielles anticipées. C'est pas notre position, parce que nous considérons que on vient de le dire, les plans sociaux qui tombent, la crise, etc., il faut trouver des réponses aux Français. Vous êtes pour qu'Emmanuel Macron aille au bout de son quinquennat? Moi, je suis pour le respect des institutions. Je pense que personne n'y gagnerait à avoir une élection présidentielle anticipée. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, moi, ma thèse depuis le mois de juillet, alors je suis content que beaucoup du Parti socialiste maintenant arrive sur ce que je disais depuis le début, quand vous avez les Français ont voté, il n'y a pas de majorité. Donc en fait, c'est très simple, il y a 3 blocs. Alors, vous avez 2 options. Il faut marier 2 sur 3 pour fonctionner. Alors, une option, c'est qu'il y avait un début, c'était le centre, comme ils disent, le socle commun et le RN. Je crois que personne n'en veut. En tout cas. Et ça a échoué, dès qu'il y a une mini-crise, Marine Le Pen appuie sur le bouton rouge. Il n'y a pas eu d'alliance formelle, mais tout ça peut sauter. Et puis, il y a la gauche avec le socle commun. Moi, je pense que maintenant, il faut. L'intérêt, maintenant, c'est de se mettre autour d'une table et dire ce sur quoi, ministère par ministère, on peut avancer. Donc, là, vous avez 2 options. Celle que vous évoquez, je ne crois pas qu'elle arrivera. L'autre option, ça pourrait être nous considérons que c'est la gauche qui doit gouverner avec un accord qui est dire on ne mettra pas de 49.3 et il n'y aura pas de censure en face. Et donc, l'obligation pour que l'Assemblée et le Sénat trouvent à chaque fois un point d'accord pour qu'un texte soit adopté. Je crois que ce serait une première pour notre démocratie. Donc vous avez parlé des 2 scénarios possibles. Celui que vous évoquez, donc c'est la gauche qui décrocherait Matignon en quelque sorte. Les favoris, qui sont-ils? C'est Bernard Cazeneuve ou pas? Mais je pense que Olivier Faure, il va rester négociateur, il pourrait rentrer au gouvernement. Vous êtes quand même dans l'appareil. Dites-nous. Vous êtes là pour donner des tips, comme on dit. Mais tant qu'on rentre par qui, moi ça ne m'intéresse pas. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qui est qui avec Marie-Ange Nardi. Vous vous rappelez de cette émission? Là, c'est exactement ce qui va se passer à l'Élysée. Mais moi, je l'ai dit aux uns autres et je le dis plus clairement. Je pense que tant qu'on sera là, c'est ce qu'on a fait cet été. Enfin, ce qu'on a fait, le président public avec Barnier. Il met un nom puis il dit on voit comment ça marche. Je vous le dis, un nom comme ça sorti du chapeau, ça sera la chute. Moi, ce que je propose, je le redis, je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit depuis le mois de cet été. Il faut des vraies discussions. C'est-à-dire que les socialistes, les communistes et les Verts ont dit on est prêt à discuter avec les autres, notamment le socle commun. Ça fait plus d'une centaine de députés. Il faut que les autres partis du socle commun le disent et on se met autour d'une table et on dit voilà concrètement, vous prenez par exemple 2 spécialités que je fais, les affaires étrangères ou la défense. Qu'est-ce qu'on ferait en 3 ans? Et je pense qu'on peut trouver un accord sur ce quoi nous sommes d'accord, sur ce quoi nous sommes en désaccord. Il faut faire ça ministère par ministère. Et après, vous verrez que là, il y aura une. Vous êtes candidat au Quai d'Orsay. Moi, je suis candidat à rien du tout. Mais je le dis, non, mais c'est les 2 sujets principalement. J'en suis beaucoup d'autres, mais en tout cas. Et je pense que ministère par ministère, on peut trouver des points d'accord et de désaccord. Et je crois que c'est comme ça qu'on fera que le pays sera stabilisé. Et je crois qu'on pourra faire des mesures que les Français attendent. La question du pouvoir d'achat, que ce soit pour les Français, que ce soit pour les collectivités. Vous avez dit le mot pouvoir d'achat et la musique de la pub, c'est magnifique. Comme quoi, il bosse avec nous, il est fort. Il fait les transitions comme ça. Oui, mon invité, Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, l'une des voix au PS. Alors, il est normalement dans le secret des négociations pour ceux qui étaient sur Mars la semaine dernière. Vous le savez, on n'a plus de gouvernement, on a un gouvernement démissionnaire. Michel Barnier a démissionné à cause d'une motion de censure. Et donc, nous, on va faire de la pédagogie, monsieur Rachid Temal. Là,
que va-t-il se passer concrètement dans les heures qui vont venir? Je dis pas ce que vous souhaitez, mais là concrètement, il se passe quoi? Emmanuel Macron, il voit défiler à l'Elysée des responsables de partis politiques, c'est ça? Ça, moi, je pense que c'est normal et sain que face à cette situation, le président de la République fasse ce qu'on appelle des consultations et qui reçoivent chaque parti, chaque groupe qui est présent à l'Assemblée ou au Sénat pour dire alors, c'est quoi votre vision, comment vous voyez les choses. Il y a un sujet autour de cela pour le gouvernement. Et puis il y a l'autre chose, c'est qu'il faudra avant le 19 décembre prochain que le Parlement, Assemblée et Sénat adoptent ce qu'on appelle une loi spéciale, en gros pour lever l'impôt. Et ça, je crois que il y aura une majorité dans les deux chambres pour que cela puisse se mettre en place, parce qu'il faut continuer à faire fonctionner le pays, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a eu le spectre comme ça d'une France bloquée qui avait été notamment avancée par Michel Barnier et ses équipes en nous disant alors si vous me censurez, derrière les fonctionnaires ne seront plus payés, les chômeurs n'auront plus Pôle emploi et il y avait même la carte vitale. Oui, il y avait même la carte vitale. Elle allait s'arrêter. On peut plus soigner. Ouais. C'était pathétique. Oui, non mais là, on est d'accord, ça c'était faux. Oui. C'est ce qu'on appelle une fake news qu'avait balancé. Oui. Nous ne sommes pas dans le système américain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais allez, je vais essayer de renverser les choses, être un peu cynique. Est-ce qu'avec la séquence là que nous traversons, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, le RN a dû montrer son vrai visage encore une fois, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a voulu faire confiance à l'extrême droite et bam, le coup de poignard dans le dos, et Marine Le Pen a appuyé sur le bouton rouge pour dégager Michel Barnier. Est-ce que ça veut dire aussi que l'extrême droite, c'est aussi à destination des gens qui nous écoutent, qui peuvent avoir un moment, un doute, peut-être certaines sirènes peuvent les attirer. Est-ce que quand on passe un accord avec l'extrême droite, ça reste l'extrême droite? L'extrême droite dans notre pays, depuis de nombreuses années, reste extrême droite. Ils ont beau changer la peinture de l'aventure, c'est l'extrême droite, c'est un parti raciste qui, contrairement à ce qu'il raconte, n'aide pas les classes populaires et qui joue un jeu assez pourri. La vérité, tout le monde le sait bien, c'est le procès de Marine Le Pen qui a accéléré aussi le processus. Oui. Voilà. Alors ça, on peut peut-être le décrypter, parce qu'il y a une des thèses, c'est Marine Le Pen, elle s'est associée à ceux qui voulaient la censure de Michel Barnier pour pouvoir dire en cas de condamnation, regardez, j'ai fait dégager le gouvernement et derrière on me condamne, c'est un procès politique. C'est un peu ça ou pas l'équation? Ça pourrait être ça, mais c'est vrai que parce que faut le rappeler à vos auditeurs, c'est que au mois en septembre, il y avait déjà une motion de censure. Et là, dans ce cas-là, Marine Le Pen a sauvé le gouvernement Barnier. Et puis vous avez vu que pour la première fois dans l'histoire du pays, il y a un communiqué de presse de Matignon, du Premier ministre, qui dit, en gros, qu'il a consulté Marine Le Pen, qu'il a un accord, mais Marine Le Pen étant très maligne, elle lui a fait le coup mais qu'on fait dans les cours d'école. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi, ok, tu me donnes quelque chose, d'accord, je te le donne. Puis une fois qu'on l'a, dit, et maintenant c'est bon. Non, il me faut encore. Puis c'était le deuxième truc. Puis non, encore. Puis troisième truc. C'était la spirale et la seringue. Donc, effectivement, l'extrême droite reste extrême droite. Et je crois qu'il est important que les autres forces politiques s'entendent pour diriger ce pays sans ce parti qui n'a pas changé. Ah, et justement, alors, est-ce que de manière, je dirais presque à l'opposé, est-ce que tout ça ne fait pas que, en fait, quelque part, la voix un peu se dégage pour le RN qui va peut-être aujourd'hui incarner l'opposition forte, alors avec LFI, mais ce sera le vrai groupe d'opposition, ça sera le Rassemblement National, s'il y a une grande alliance, un peu, on va dire, centre-droit et gauche. J'essaie de faire un peu de perspective ou un peu de politique fiction, peut-être. Non, mais il y a des partis qui ont comme ambition que la société soit conflictuelle pour essayer de s'en sortir. C'est leur stratégie. Bon. Moi, je pense que quand on est un parti, quand on est élu, il faut surtout penser aux Français. Donc, moi, je préfère qu'on pense aux Français plutôt que se demander qu'est-ce que ça fera pour le RN. Je veux dire, les Français qui nous écoutent, qui se disent, bon voilà, est-ce que je peux avoir des augmentations de salaire? Est-ce que la retraite à 64 ans va se mettre en place ou pas? Est-ce que dans les collectivités, dans les services publics, la cantine à 1 euro, notamment, je prends des visites du Val d'Oise, elle va maintenir pour que les gamins puissent manger le vrai repas une fois par jour, d'un repas chaud avec tous les éléments. C'est ça qui m'intéresse, moi. Pour Marine Le Pen, vous savez, son père avant elle, elle aussi, ils ont leur vie très tranquille et eux, leur intérêt, c'est toujours de raconter. Ce sont des banlieusards, mais banlieues tranquilles. Hein. Les Le Pen. Ouais, alors c'est vrai, banlieusards, c'est vrai, vous avez raison par rapport à Paris, mais enfin bon, eux, leur problème n'est pas les gens. Leur problème, c'est de maintenir une dynastie qui a comme ça un petit héritage politique. Donc moi, je pense pas pour eux et ça ne m'intéresse pas en fait. Bon, allez, on va revenir quand même à ce qui nous intéresse, c'est quand même la nomination
d'un futur Premier ministre, la composition d'un gouvernement aujourd'hui qui n'existe plus vraiment. On a un gouvernement démissionnaire. Je vais essayer d'être assez concret, cash. On va voir si vous me répondez de la même manière ou si vous allez me faire de la langue de bois de politique. Hein. Normal, vous êtes politique, mais on va voir. Est-ce qu'il serait possible demain que un membre du PS, vous, Olivier Faure, d'autres, Boris Vallaud ou autres, puisse être dans un gouvernement aux côtés d'un, je sais pas, Laurent Wauquiez par exemple? Je ne crois pas. Vous savez qu'on enregistre, c'est filmé. Si demain il y a, on pourra dire bon, il souhaitait ça, mais la réalité a rattrapé. J'ai dit, je ne crois pas. Voilà, il prend. Non, vous m'avez demandé d'être cash. J'adore. C'est pour ça que j'adore. Je souris. Vous avez vu? J'ai eu ça. Oui, mais à un moment, vous allez peut-être avoir des cas qui vont se présenter si on ne veut pas encore retomber dans un blocage. C'est pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le préciser. Je crois qu'il y a deux options qui sont devant nous. Si on veut encore une fois qu'il y ait un gouvernement stable et qui puisse travailler dans la durée et que, à l'image à l'extérieur de la France, on n'apparaisse pas. Il y a une première option qui est nous souhaitons que ce soit la gauche qui soit au gouvernement et que pas sans la droite et qu'il y ait un accord en gros que le gouvernement dise pour faire passer mes textes je n'utilise pas le 49.3 donc pas de vote bloqué et donc pour que je puisse fonctionner il faut que j'ai à la fin une majorité et donc il faut faire des compromis. Ça, c'est clair. Compromis n'étant pas compromis, on fait des compromis. Ce que font les gens dans la vie après normalement constitués. Bon. Ça, c'est la première option. L'autre option, c'est que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a des membres, la coalition, elle est tout entière dans le gouvernement. Ce sont les deux options qui sont aujourd'hui sur la table. Notre priorité, c'est effectivement, je vous l'ai dit, c'est celle de dire, nous souhaitons gouverner et on propose aux forces ce qu'on appelle le socle commun, nous n'utiliserons pas de 49.3 et n'utiliserons pas de censure. Et donc, on sera obligé de gouverner au sens où, dans le Parlement, dans les chambres, il faudra trouver un accord. D'accord préalable avec presque un pacte de non-agression. Oui, c'est-à-dire que vous dites, pour que ça soit voté, il faut une majorité. Pour qu'il y ait une majorité, il faut que ceux d'en face votent aussi le texte. Donc vous êtes obligé de discuter avec ceux d'en face. Bon, soyons toujours cash, interview cash. Quel rôle veut jouer François Hollande et quel rôle est-il en train de jouer en coulisses? Parce qu'on a du mal à imaginer François Hollande, simple député de Corrèze. Pardon. Et vous avez noté que je m'appelle Rachid Temal, c'est pour ça. Ouais, mais François Hollande. On est d'accord? Vous êtes dans le même parti? Ils sont dans le même parti. J'imagine que si vous arrivez de faire des réunions, au moins des calls au téléphone, ça arrive ou pas? Je pose la question. Dans toute structure. Ouais, je vais vous le dire, puisque hier je suis responsable aussi des socialistes dans le Val d'Oise, et on faisait ce qu'on appelle une fête de la rose avec des débats et un déjeuner sympathique et fraternel entre camarades. Et l'invité d'honneur s'appelait François Hollande. Oh ben oh là là, comme par hasard, je pose la bonne question. Donc, alors à un moment, j'imagine que vous êtes vu un peu en tête à tête, vous ne parlez pas que devant tout le monde. Non, je parle avec François Hollande, avec tous les autres. Non, d'abord, je crois qu'il est assez salué pour sa capacité dans le groupe à être utile au collectif. Après, il a de l'expérience, il peut enrichir et je crois qu'une équipe, c'est surtout avec des gens d'expérience. Ça l'intéresse d'être ministre ou pas? Je ne crois pas. C'est qu'il l'a jamais été. Oui, c'est ça. En plus, je sais, c'est fou. Hein. Il est passé directement Donc, ça peut être je ne crois pas. Une expérience de vie quand on n'a jamais. Non, je ne crois pas. Je ne veux pas parler pour lui, mais je ne crois pas. Alors, quel rôle il veut jouer? Il veut juste, comme ça, faire partie de la majorité Ce qu'il a dit quand il a décidé de candidat, c'est qu'il y avait un risque. Parce qu'on fait semblant de l'oublier, mais quand le président Emmanuel Macron décide avec surprise de dissoudre, le RN fait plus de 31% aux élections européennes. Donc l'idée, c'est que si c'est le même résultat aux législatives, il y a une chance conséquente que le RN prenne la majorité à l'Assemblée et donc devienne au gouvernement. Donc François Hollande, comme d'autres, décide de s'engager dans la bataille pour combattre cette idée-là. Donc lui, il mènera son combat de l'Assemblée et François Hollande, je ne vais pas prendre des engagements pour lui, mais je ne crois pas là aussi, mais vraiment pas, qu'il soit demain ministre dans un gouvernement. C'est fou, on avait annoncé la mort clinique du PS. Mais ça fait très longtemps que les gens l'annoncent. Mais entre-temps, il y a eu des victoires. Vous avez vendu aussi votre siège historique. Il y a eu... Mais c'est pas un siège qui fait l'histoire. Non, mais il y a eu... siège... Alors les scores électoraux, on va pas reprendre celui d'Anne Hidalgo qui est votre dernière candidate. Il y a des faits quand même. Oui, mais il y a des faits, je vais vous donner d'autres faits. Oui. Aujourd'hui en France, la première force de gauche au Parlement, ce sont les socialistes. Je vous donne un autre élément. La première force de gauche dans les territoires, c'est-à-dire des mairies, des départements... Votre force, c'est les territoires. Non, mais pas que seulement. Je viens de vous dire au Parlement. Dans les deux cas, ce sont les socialistes qui sont en tête, très largement de la gauche. Oui. Et ça fait des années 90, c'était la mort, vous savez, le grand corps à la renverse, c'était annoncé. Entre-temps, nous avons même gagné une élection présidentielle. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour faire fanfaronner. Les socialistes ne sont jamais morts. C'est un film. Vous savez, il y avait Highlander, bon. Ouais. Mais non, l'idée, c'est que les socialistes aujourd'hui, pour le coup, il y a du travail à faire, puisqu'on doit, moi je pense, revoir notre doctrine, ça c'est clair.
pour reconstruire une stratégie électorale, oui, c'est clair. Mais en attendant, nous travaillons. La rupture avec LFI, elle est définitive, elle est consommée. Comment ça va se passer avec Jean-Luc Mélenchon? Parce que ça ne vous échappe pas, mais vous allez laisser sur le côté un grognard et un vieux routard de la politique qui est Jean-Luc Mélenchon, et vous savez très bien qu'il ne va pas se laisser faire. Vous avez raison de le dire, un vieux routard, parce que quand il était sénateur socialiste, j'étais à la maternelle, donc oui, je sais bien. Mais d'abord, Bam, ça s'appelle une balle perdue. D'abord, moi, vous me connaissez, j'ai jamais été favorable à Jean-Luc Mélenchon, donc je suis tranquille. Pour le vous président, l'aimez pas? c'est pas que je l'aime pas, c'est que je crois que, je vais vous le dire, alors, vous voulez qu'on aille plus loin, quand vous essentialisez les gens, je considère que c'est du racisme. Et Jean-Luc Mélenchon essentialise des gens qui ont mon prénom, vos prénoms notamment. C'est-à-dire que pour vous, il fait du clientélisme électoral, ça? Non, il essentialise. Il considère que quand vous avez un prénom particulier et qu'une religion supposée ou une résidence où vous habitez supposée, eh ben vous seriez dans cette option-là. Et je crois qu'il essaie de faire passer à la société française dans son ensemble que ces gens-là ont des parties. Je crois que ça s'appelle de l'essentialisation. Je suis opposé à cela. Donc c'est un principe de fond pour lequel je ne suis pas en accord, voire même en désaccord majeur et conséquent avec Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous voulez, après, je vous continue sur le reste, parce que je vais pas... Non, mais c'est intéressant, parce que on tient quand même à un truc pour comprendre. Oui. Il y a quand même beaucoup de sympathisants électeurs ou personnes qui sont plutôt intéressées par les idées de gauche qui nous écoutent à Beurre FM, donc c'est important aussi que les gens y voient clair. On a presque le sentiment aujourd'hui, comme un couple divorcé, que vous allez batailler pour la garde de votre enfant, qui sont les écolos, par exemple. Les écolos et Marine Tondelier, c'est quoi? Non, mais c'est vrai. Mais c'est quand même une force importante. Mais j'ai pas ce regard-là sur un enfant. Ce sont des partenaires comme les autres, donc ils ont le même niveau. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, voilà. D'abord, sur Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai jamais été mal avec lui, donc c'est très clair. Là aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. Aujourd'hui, vous avez le PS, le PC et les Verts qui disent, ils ont tous les trois écrit un courrier, c'est public, qui disent au président République, on veut maintenant trouver des solutions pour qu'il y ait un compromis, pour qu'il y ait un gouvernement stable. Bon, Jean-Luc Mélenchon dit, moi, non merci, je fais une autre route, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je la veux, l'élection présidentielle la plus rapidement possible. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait le choix de s'exclure. Comme dirait l'autre, il a fait le choix de s'auto-exclure. Il a fait un autre choix, lui, il a fait notre voie. Il a pris notre voie. François Ruffin, vous pourriez tenter un peu de lui dire, allez, rejoins-nous, parce que lui-même, il est en scission, on va dire, en divergence. Il s'est fait purger. Il s'est fait purger, voilà. C'est quand même un mouvement... ce sont vos mots, mais voilà. C'est comme ça qu'ils le disent eux-mêmes. Enfin, Raquel Garrido et les autres se sont fait purger, c'est ce qu'ils disent, moi c'est pas mon terme. Et ces déçus insoumis, vous allez tenter de les récupérer, de leur tendre la main? Mais la gauche est diverse, donc qu'il y a la diversité dans ce qu'on doit construire, moi j'ai pas de sujet avec ça. Clairement, avant de finir, il y a cette petite musique, j'ai commencé à vous poser la question tout à l'heure, vous êtes candidat à un poste de ministre ou pas? Et si oui, lequel? Et me dites pas non, comme tous les politiques, et qui en fait veulent être ministres. Voilà. Alors, moi, je dois vous avouer que quand j'étais petit, je pensais pas être sénateur. Et dans ma vie, je me le dis pas, est-ce que je vais être ministre? Maintenant, oui, mais mettons que vous faites de la politique et vous n'êtes plus petit. Parce que j'ai grandi. C'est le côté, les poils blancs, la barbe. Ça fait un moment que vous êtes là, vous êtes une voix à gauche. Et puis, je vais être clair, il n'y a pas beaucoup de ministres d'origine maghrébine, d'origine algérienne encore moins. Je vous pousse, on a l'impression que je vous pousse pour y aller. Le temps est venu. Le temps est venu, comme dirait l'autre. Si jamais la gauche devait diriger ce pays, est-ce que je pourrais aspirer à porter ma pierre à l'édifice? La réponse est oui. Après, j'ai des domaines que j'aurais des préférences que d'autres, mais vous savez, quand on est candidat à un poste de ministre, on n'est jamais ministre, donc il faut mieux, comme dirait l'autre, boire frais et être détendu. Pas mal. C'était franc là, qu'est-ce que t'en penses, Joaillier? Oui, non. Non, moi je sais que les politiques sont ambitieux, ils ont les dents pour notre pays. Non, moi bien sûr, mais et puis bon, ils aspirent tous. Je veux dire, c'est une promotion dans une carrière, donc forcément quelqu'un qui a envie de conduire au destin de la France a envie de participer à quelque chose d'actif et avoir la responsabilité d'un poste ministériel, c'est quelque chose d'important quand même. Non, mais il est clair que quand vous faites de la politique, que ce soit au niveau de votre ville ou au niveau du pays, si vous voulez être acteur, sinon c'est pour dire je parle et je n'agis rien et je ne sers à rien, non. Donc être ministre aujourd'hui, si la gauche devait gouverner ce pays pour porter ma voix ou faire en sorte concrètement d'apporter des choses aux gens,
La réponse est oui. Sinon, ça serait mentir que de dire le contraire. Une dernière question, est-ce qu'il viendrait toujours dans le Grand Hawa s'il est ministre demain? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il nous ouvrira les portes du ministère? On fait une interview. Là, il s'engage. Je vais m'engager. Je ne crois pas que je serai ministre, donc je peux même être tranquille. C'est magnifique aussi. On va regarder cette vidéo. Mais gardez-la. Et si jamais je devais l'être un jour, on verra. Bien sûr, je vous inviterai à une spéciale au ministère. Voilà. Oui, il répond toujours au téléphone. Rachid Tema, il est assez disponible. Non, mais j'avoue, je n'ai pas changé mon numéro depuis que j'ai eu un téléphone. Donc c'est toujours le même. Ouais, c'est toujours le même. En tout cas, merci. On suit attentivement évidemment la situation. J'imagine qu'aujourd'hui le téléphone va chauffer pour les responsables des partis politiques et dont le PS. Olivier Faure, il est reçu à l'Élysée là aujourd'hui ou pas? Non, ça c'est nous, on a été reçus. Vous avez déjà reçu, voilà. Aujourd'hui, ce sont les communistes et les écologistes tout à fait. et le groupe Lyotte à l'Assemblée, qui a un groupe conséquent. Ils sont 23, donc c'est utile aussi. Et ensuite, il y aura d'autres discussions. Mais c'est vrai que les choses soient claires. C'est le président. Et moi, j'en appelle. Et ça va arriver vite, normalement. Il faut pas. Oui, moi, j'en appelle le président, et notamment ceux de Socle, à saisir la main tendue par la gauche. Je pense qu'il faut maintenant très rapidement qu'il y ait un cycle de discussion, je l'ai dit tout à l'heure, ministère par ministère, ce qui est possible de faire pour améliorer la vie des Français. Je crois que c'est ça l'urgence aujourd'hui dans notre pays, non pas d'attendre comme ça la fumée blanche. Merci Joachim qui fait plein de gestes, qui joue au Time's Up avec moi. Alors, je sais pas ce qu'il m'a dit khlas, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça, oui. Khlas. Voilà. Bon, derrière la caméra, on me voit pas, mais effectivement. C'est vraiment, tu mimes vachement bien le khlas. Merci à vous deux. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.